Chapitre 6. Danger en Afrique. Avec la pêche et la littérature, la chasse est l'un des plus anciennes et des plus profondes passions d'Ernest. Elle l'accompagnera tout au long de sa vie et dans tous ses voyages, que ce soit en Espagne, en France, dans le Wyoming ou même à Venise. C'est avec son père que dès son plus jeune âge, il apprend les rudiments dans les bois qui longent Walloon Lake. Manier une arme, respecter le gibier, comprendre la nature, autant d'enseignements qu'il s'efforcera de suivre au cours de ces années. En 1933, Hemingway commence à se laisser temporairement de la corrida à laquelle il vient de consacrer plusieurs années de sa vie pour rédiger Mort dans l'après-midi. Toujours à la recherche de nouvelles expériences, il plonge dans l'organisation minutieuse d'un safari africain auquel prendront part sa femme Pauline ainsi que Charles Thompson, son compagnon de pêche, qui lui-même est grand chasseur. Le safari qu'Ernest entreprend, notamment dans les plaines du Serengeti, n'a pas grand-chose à voir avec les petites chasses à la Bibaude du Michigan où Ernest tirait pandreaux et écureuils. La famille de Pauline a des moyens d'offrir un séjour pour le moins confortable, sinon même luxueux. Voitures, porteurs, boys, cuisiniers, tout est fait pour rendre le séjour des chasseurs agréable. Et le soir, au coin du feu, Ernest et Pauline profitent de l'ombre des acacias pour boire leur whisky en robe de chambre tout en le contemplant le paysage. Mais le plus grand luxe de ces safaris reste encore leur guide, Philippe Percival, l'un des plus célèbres chasseurs blancs d'Afrique orientale, qui, en 1909, avait justement accompagné le président Roosevelt. Entre Ernest et Pop Percival, l'amitié est immédiate et réciproque car tous les deux, en plus d'un goût apparemment modéré pour les boissons alcoolisées, partagent une même vision de la chasse. Si Hemingway avec la plume résiste difficilement aux coups de feu superflus, il en va autrement avec le gibier dangereux qui réclame selon lui une éthique particulière. Dans un article d'avril 1934 pour Esquire, Ernest s'en prend ainsi aux chasseurs qui cèdent à la facilité. Tuer un lion d'une voiture est non seulement illégal, mais d'une façon lâche d'assassiner un des plus beaux de tous les gibiers. Vous serez davantage un chasseur si vous revenez d'Afrique sans lion et si vous tuez un à l'abri d'une voiture automobile ou d'une cache la nuit lorsque le lion est aveuglé par le projecteur de son assaillant. Comme avec la corrida, le privilège de pouvoir donner la mort ne va pas sans un certain sens moral. Tuer un animal noble requiert le comportement adéquat. Et la noblesse, Hemingway la trouve dans la difficulté. Le lion se mérite, certes, mais la traque compte encore plus que le trophée, car la vraie manière de chasser est de faire aussi longtemps que vous vivez et aussi longtemps qu'il existe un certain animal. De la même façon que la vraie manière d'écrire. Et d'écrire aussi longtemps que vous pouvez vivre, et qu'il y a un crayon et du papier ou de l'encre, n'importe quelle machine à écrire, ou n'importe quel sujet sur lequel vous avez envie d'écrire. Toutefois, la chasse ne va pas sans quelques déceptions, et Ernest, qui s'attendait à un nouvel exploit ou assistait à une scène héroïque, fut plus déçu que satisfait par son premier lion. L'animal est tombé d'un coup, sans combattre, sans vrai danger, sans drame. Les sensations qui précèdent la mort sont, comme le dit Ernest, assez prévisibles, voire banales. Excitation, tremblement et peur parfois même, mais le sentiment d'avoir tué nuit n'est pas de ceux qu'on partage, car à la fierté peuvent venir se mêler la tristesse et même la honte si le code moral n'est pas d'une manière ou d'une autre respecté. Cependant, Hemingway aura de nombreuses autres occasions de prouver son courage et son adresse, et le tableau sera plus qu'honorable. Élan du Cap, galets, gazelles, antilopes en tout genre, pintades sauvages, impala, grands koudous et plus dangereux, rhinocéros, léopards, buffles et lions. Malgré une dysenterie amibienne et l'esprit de compétition un peu ridicule qu'il instaure de lui-même avec Charles Thompson, Ernest est visiblement satisfait et s'épuise, et ensuite il commence à s'envoler comme il s'est envolé dans tous les vieux pays. Le pays a été fait pour être tel que nous l'avons trouvé. Nous sommes les envahisseurs et après notre mort, nous pourrons l'avoir ruiné. Mais il sera toujours là, avec les vertes collines d'Afrique. Hemingway développe l'idée de l'immortalité de la Terre déjà abordée dans Le Soleil se lève aussi, dont il disait que les vrais héros de la guerre
Le vrai héros en était la terre et qu'on y percevait son sentiment de triomphe à jamais. C'était le genre de chasse que j'aimais. Pas de déplacement en auto, un pays accidenté au lieu d'une plaine et j'étais complètement heureux. Chaque jour j'éliminais par la transpiration ce que j'avais bu le soir. Assis auprès du feu et à l'heure chaude de la journée, je restais allongé à l'ombre, la brise jouant dans les arbres. Je lisais sans avoir l'obligation d'écrire, heureux de savoir qu'à 4 heures nous repartirions à la chasse. Je ne souhaitais partager cette vie avec personne qui ne fût là, mais seulement la vivre, étant parfaitement heureux et très fatigué. Chasse, alcool, nature, temps libre, amitié et amour. Ernest semble heureux et fait plus remarquable encore, il le dit et le répète à l'envi. Même la littérature, embarrassée des contraintes du triste métier, n'est plus que pur plaisir, à la fois accessoire et condition du bonheur. J'ai la belle vie, reconnaît-il, mais il faut que j'écrive parce que j'écris. Si je n'écris pas un certain nombre de pages, je ne jouis pas du reste de ma vie. Les vertes collines d'Afrique est bien un récit de chasse et il convient, selon les conseils Ernest lui-même, de se méfier des symboles et des surinterprétations. Il s'agit bien d'une traque, celle-ci est moins quête de gibier que quête spirituelle. Poursuite, ce bonheur, le titre même et la dernière partie du livre offrent un nouvel éclairage sur l'intention d'Hemingway. Avec l'Afrique, Ernest semble avoir trouvé une façon d'échapper au nada de l'existence en vivant pleinement sa vie au lieu de la regarder s'écouler. Mais elle est aussi pour lui le bon pays, un nouvel Éden où retrouver l'innocence perdue et la terre originelle. Quand un homme se sent chez lui, en dehors de l'endroit où il est né, c'est là qu'il est destiné à aller. Ernest, errant ou exilé volontaire, est en permanence à la recherche d'une nouvelle terre. Paris, Key West, l'Espagne et bientôt Cuba ou encore Venise. La quête d'Hemingway est aussi la quête du lieu juste, de l'ancrage, de l'enracinement, mais le vrai foyer d'Ernest reste encore la littérature qui partout se transporte et se nourrit du souvenir. Tout ce que je désirais maintenant, c'était retourner en Afrique. Nous ne l'avions pas quitté encore, mais quand je m'éveillais la nuit, je restais allongé à l'écoute, le regrettant déjà. On ne retrouve paradoxalement pas dans les deux grandes nouvelles africaines d'Hemingway le sentiment de bonheur et d'apaisement des vertes collines, là où Ernest paraissait heureux. L'heure triomphante de Francis Macomber et les neiges du Kilimandjaro donnent à voir des personnages en proie à la peur et menacés de toutes parts. Hemingway, qui de son propre aveu a mis énormément de lui-même dans ses nouvelles, y aborde encore une fois les thèmes qui lui sont chers. La lâcheté, le courage, la virilité et l'honneur, la peur et bien sûr la mort. Cependant, ces textes proposent aussi une réflexion sur le rôle des femmes ainsi que la responsabilité de l'écrivain vis-à-vis de lui-même, car encore une fois, tout avec Ernest se rapporte à la littérature. Si Margot Macomber n'est rien plus qu'une femme caricatrice, une garce cruelle, cuirassée de cette cruauté de femelle américaine qui la rend infernale, la femme d'Harry dans Les neiges du Kilimandjaro est peut-être finalement beaucoup plus dangereuse. À cette époque de sa vie, Ernest commence à nourrir vis-à-vis des riches qu'il fréquente pourtant quotidiennement une rancœur et même une animosité croissante. Or, le safari de 1934 a été financé par un oncle de Pauline, celui-là même qui avait déjà permis l'achat de leur maison à Key West, et Ernest en ressent une certaine culpabilité. Mais cette culpabilité n'a pas grand-chose à voir avec un quelconque complexe d'infériorité. Elle concerne plutôt la peur qu'Ernest ressent à voir son talent menacé par l'opulence et la graisse de son âme. Riche garce, la femme d'Harris est la gardienne dévouée et la destructrice de son talent. Celle pour qui il a échangé son ancienne existence contre la sécurité et un confort. Cependant, la personnalité d'Hemingway semble partiellement faire preuve de plus d'honnêteté que lui-même, en avouant qu'il a aussi détruit son talent en n'utilisant pas, en commettant des trahisons envers lui-même et ce en quoi il avait foi, en buvant au point d'émousser le fil de ses facultés de perception, à force de paresse, d'indolence, de pose aussi, d'orgueil et de mauvaise foi. Confortablement assis sur le succès de ses premiers romans et les revenus que lui rapportent les articles de presse et le cinéma, Ernest redoute peut-être de se laisser aller et lutte contre cette pensée en écrivant Avec les neiges du Kilimandjaro, l'une des nouvelles les plus belles et les plus intenses.
Une nouvelle dans laquelle il a mis la matière de 4 romans distillés sans rien garder en réserve. Après cela, confie-t-il à Ochsner en 1955, il ne lui fallut pas longtemps pour écrire une autre nouvelle, car je savais que je ne pourrais jamais faire aussi bien que Kilimandjaro. Je ne crois pas y être jamais parvenu. Il faudrait 20 ans à Ernest pour retourner en Afrique, 20 ans durant lesquels son personnage public prendra progressivement le pas sur l'homme et l'écrivain, couronné par le Pulitzer en mai 1953. Pour le vieil homme de la mer, Hemingway devient peu à peu moins connu pour ses livres que pour l'image qu'il donne aux médias. Son image donne bientôt une telle importance qu'en août 1953, le magazine Look lui commande un reportage sur son nouveau safari africain. Ernest, qui a toujours eu en horreur toute cette foutue publicité, se voit pour ce nouveau personnage accompagné d'un photographe, car autant que ses textes, le public demande à voir le grand homme, ou du moins sa caricature. La chasse, qui est un de ses plus vieux plaisirs, devient son instrument de communication. Depuis quelques années déjà, Ernest, qui souffre d'une nouvelle phase de dépression, entreprend de revenir sur les lieux de ses bonheurs passés. Espagne, France, Venise. Hemingway ne profite plus de l'instant présent, il cherche à retrouver ce qui autrefois l'avait fait vibrer et espère, en retournant dans le passé, revenir l'homme qu'il était avant la célébrité. Mais la situation a bien changé et ce second safari ne sera qu'une pâle copie d'un premier. Pauline était remplacée par Marie. L'alcool n'est plus un divertissement comme un autre, mais une dépendance incontrôlable. Et plus étonnant peut-être, Hemingway déclare même ne plus aimer tuer des animaux. En 1935, Ernest écrivait dans les vertes collines d'Afrique qu'il arrêterait de chasser dès qu'il ne serait plus capable de tuer proprement. Mais 20 ans après, cette promesse semble avoir été oubliée par Ernest, qui boit entre 2 et 3 bouteilles d'alcool par jour, rate plusieurs zèbres, quelques phacochères et même 2 lions. Après plusieurs mois de chasse décevante, il devient temporairement chasse-garde honoraire des marais de Kimana, tâche dont il s'acquitte avec beaucoup d'enthousiasme et un sérieux visiblement surjoué. Chargé de protéger les habitants contre les attaques des lions ou des éléphants, Hemingway adopte les mœurs indigènes, mais l'entreprise prend rapidement un ton parodique. Ernest tente d'apprendre à chasser au javelot, teinte ses vêtements d'un ocre rouille qui lui rappelle celui des Marais, des Maasai, et réalise, sous ses yeux de son épouse, quelques prouesses avec une beauté locale, débat à laquelle il se serait fiancé. Le 21 juillet 1954, après des brèves réjouissances, Ernest et Marie débarquent au bord d'un Cessna 180 à destination du Congo. Le lendemain, en survolant les chutes Murchison, leur pilote Roy March plonge abruptement pour éviter un vol d'ibis et accroche un ancien câble électrique qui le force à atterrir d'urgence dans le bruit du métal qui se déchire. Hormis quelques côtes cassées pour Marie, tout le monde semble intact. Récupéré par un bateau de tourisme, Hemingway sont soignés avant qu'on leur propose de rejoindre Entebbe à bord de Havilland Rapide. Mais ni la piste de décollage ni l'appareil lui-même n'étaient en excellentes conditions. Soudain, cet objet qui ressemblait encore à un avion se souleva, sans qu'il fût pour rien, raconte Ernest dans Look. Cette situation ne dura que quelques secondes, après quoi l'avion retomba brusquement et il y eut un bruit habituel, qui était maintenant familier à tous, du métal se déchirant. Malheureusement, cette fois, les flammes apparurent. En moins de 24 heures, Ernest vient de réaliser l'exploit de survivre à un second accident d'avion, mais cette fois-ci, les blessures seront nettement plus graves. Affaissement de l'intestin, rein abîmé, tassement de la colonne vertébrale, liaison au foie et la rate, foulure de l'épaule et de la jambe gauche, paralysie du sphincter. Hemingway a aussi le cuir chevelu brûlé, de nombreuses entailles, notamment à la tête, et plus grave, du liquide céphalique s'écoulant de son oreille droite. Pourtant habitué aux blessures, il est cette fois-ci littéralement brisé de l'intérieur. Et Ochsner, qui le rencontre à Venise quelques mois plus tard, le trouve profondément diminué. Non pas physiquement, mais comme si l'impression de solidité qu'il dégageait s'était dissipée. Ernest, qui fanfaronne devant les journalistes, avoue en privé que les accidents à répétition l'ont mis mal en point. Lui, qui avait toujours été habitué à pouvoir compter sur son corps, vient de perdre son principal allié et l'une de ses plus grandes fiertés. De retour à Nairobi, Ernest découvre avec surprise que la nouvelle de sa mort et celle de sa femme
ont fait le tour du monde et c'est avec un certain plaisir qu'il se plonge dans les innombrables notices nécrologiques publiées à cette occasion, notamment élogieuses, abondantes et flatteurs. Certains sont néanmoins, pour lui, l'œuvre du grand écrivain digne d'imagination, notamment celle écrite par le journaliste allemand qui prétend qu'Ernest serait mort en essayant de poser lui-même leur avion au sommet du Kilimandjaro. Bien qu'il soit sensible aux manifestations d'amitié présentes dans ses nécrologies, il déplore vivement la plupart d'entre elles et insiste sur le fait qu'elles aient toute sa vie cherché la mort. C'est une chose que d'être près de la mort, de savoir plus ou moins ce qu'elle est, écrit-il dans son article pour Look, et c'en est une autre de la rechercher. C'est la chose la plus facile à trouver que je connaisse. Vous pouvez la rencontrer par une simple imprudence sur une route à grande circulation. Vous pouvez la rencontrer sur un flacon de seconal. Vous pouvez la rencontrer dans n'importe quelle sorte de lame de rasoir, ou vous pouvez la rencontrer en étant imprudent à la guerre. Il existe tellement de moyens de la rencontrer qu'il serait stupide de les énumérer. Si vous ayez vécu en évitant la mort aussi habilement que possible, mais en revanche, n'acceptant aucune insolence de sa part, et en étudiant comme vous le feriez une belle jolie fille, vous pouvez dire que vous l'avez étudié, mais que vous ne l'avez pas recherché, car vous savez entre autres choses que si vous l'aviez recherché, vous l'auriez attrapé, et que selon sa réputation, elle vous aurait transmis un mal incurable. C'est une théorie facile à exposer, cependant je ne comprends que lorsque quelqu'un doit écrire à la hâte une notice nécrologique, cela puisse être une solution rapide pour un sujet compliqué. Le sujet le plus compliqué que je connaisse, étant un homme, est une vie d'homme. Non sans humour, Hemingway conservera par la suite des notices dans 2 albums recouverts de peaux de zèbre et de lion, et il continuera encore longtemps à lire des livres dans l'espoir peut-être de trouver dans les éloges qu'elles contiennent un certain réconfort. Elle continuera à les lire, du coup les éloges. Le 22 février 1954, vaguement remis de ses émotions, Ernest remonte en avion pour rejoindre un campement où il doit retrouver Philippe Percival et son fils Patrick, lui-même chasseur professionnel. Mais un soir, alors qu'un violent feu de brousse se déclare, Ernest se jette dans les flammes pour tenter de l'éteindre. Malheureusement, l'alcool et les séquelles de ses accidents lui font perdre l'équilibre et il tombe dans le feu, brûlé au 3e degré sur le visage, le torse et le bras. Pour Ernest, ce sera l'accident de trop. Ces 2 safaris africains ont largement contribué à l'élaboration du mythe Hemingway, mythe qu'Ernest lui-même s'est employé à créer malgré son dégoût pour la publicité. N'allez surtout pas vous faire d'illusions, déclara-t-il un jour au journaliste. Je ne vous livrerai rien d'essentiel, le fond de ma pensée se trouve dans mes livres, initialement inventés pour tenir les curieux à distance de son métier d'écrivain, pour préserver l'intimité de son travail comme sa vie privée. Ce personnage de grand chasseur, pêcheur, buveur, bagarreur et amateur de femmes commence à prendre une place encombrante. Maître des masques et du mensonge vrai, Ernest n'avait peut-être pas imaginé que cette façade deviendrait son principal ennemi, ni que cette caricature lui-même l'éloignerait progressivement de son seul et unique but, écrire. Fin du chapitre 6.